de l'alliance israélo-américaine. S'estimant investis d'une mission divine, une partie d'entre eux pense avoir un devoir religieux envers Israël. Le pasteur Land est ce que l'on appelle un chrétien sioniste. L'installation, ou plutôt la réinstallation d'Israël au XXe siècle est la réalisation d'une prophétie biblique. Pour les chrétiens évangéliques, les Juifs sont le peuple choisi par Dieu. Dieu bénit ceux qui bénissent les Juifs, et Dieu maudit ceux qui maudissent les Juifs. Si nous voulons que Dieu bénisse l'Amérique, notre nation doit avoir une politique pro-israélienne. Israël est devenu le cheval de bataille des chrétiens sionistes. Ils sont 40 millions aux États-Unis et représentent un levier politique considérable. C'est le réservoir de l'électorat républicain. Eux aussi ont leur vedette télévisuelle, Glenn Beck, un ancien éditorialiste de la chaîne d'information conservatrice Fox News. Ces émissions sont une tribune pour le sionisme chrétien. I stand tonight with Israel. En août 2011, Glenn Beck a organisé une tournée en Terre Sainte pour soutenir l'État hébreu. Ses fans sont venus par centaines. Des croyants américains rassemblés pour écouter les paroles de l'animateur au pied des lieux saints. Discours mais aussi grand spectacle. L'événement est diffusé dans le monde entier. La vedette la plus applaudie, celle qui émeut le public, est le pasteur Hagee. Il est le fondateur du mouvement sioniste chrétien américain et il sait trouver les mots pour toucher son auditoire. Aujourd'hui, dans le monde libre, notre plus grande gloire, c'est de dire « Je suis un Israélien ». Des évangélistes sionistes, des groupes de pression juifs extrêmement efficaces, difficile pour les politiciens américains de résister à la force de frappe du lobby pro-israélien. Cet été, 81 membres du Congrès sont venus en visite en Israël, tout frais payés par l'AIPAC. Un parlementaire américain sur 6 a donc fait le voyage en Terre Sainte. Parmi les élus, la congresswoman Buerkle. Rappelez-vous, Buerkle fait partie de la commission des affaires étrangères du Congrès. Elle ne fait pas mystère de ses préférences. Les États-Unis doivent être un allié fiable pour Israël et protéger les intérêts israéliens. Parce qu'au fond, ce sont les nôtres que nous protégeons. Voilà notre message à la Palestine. Si vous persistez en allant à l'ONU réclamer un État, nous allons cesser de vous financer. Ce rapport fusionnel entre l'Amérique et Israël pose question. À l'université de Harvard, le professeur Stephen Walt a brisé un tabou en enquêtant sur l'AIPAC. Avec le professeur John Mearsheimer, il considère que l'influence du lobby est parfois contraire aux intérêts stratégiques des États-Unis. Le lobby a contribué à l'anti-américanisme au Moyen-Orient et ailleurs. C'est l'une des raisons pour laquelle les États-Unis font face à la menace terroriste. Oussama Ben Laden et ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre ont clairement dit que notre soutien à Israël motivait leur haine. Et une partie du lobby nous a poussés à partir en guerre en Irak. Cette relation si particulière, soutenue par le lobby, cause un tort considérable aux intérêts stratégiques américains. Les thèses des professeurs Walt et Mearsheimer ont fait scandale. Ils ont fait l'objet d'une très violente campagne médiatique, les accusant d'antisémitisme. L'ancien président américain Jimmy Carter est lui aussi devenu une des bêtes noires du lobby pro-israélien. Carter a pourtant négocié les accords de Camp David en 1978 qui ont scellé la paix entre Israël et l'Égypte. Ces efforts ont d'ailleurs été couronnés par un prix Nobel de la paix. Mais la publication de son livre intitulé « Palestine, la paix, pas l'apartheid »
lui a attiré les foudres des partisans d'Israël. Oser critiquer la politique de l'État hébreu, c'est s'exposer à la vindicte du lobby. Il n'y a pas de débat ou de discussion. Les gens sont intimidés. Ils ne peuvent pas parler franchement ou même étudier cette question. J'ai été invité à parler dans les plus prestigieuses universités qui comptent de nombreux étudiants juifs. On m'a interdit d'y aller pour faire des conférences. La pression est énorme. L'Anti-Defamation League fait partie de ceux qui attaquent Jimmy Carter. Son président, Abraham Foxman, ne mâche pas ses mots. Nous avons un problème avec Jimmy Carter. Il est intolérant, partial. Il est tellement acquis au récit palestinien qu'il frise parfois l'antisémitisme. Dire qu'il y a un lobby juif qui contrôle la politique américaine, c'est du sectarisme. Certes, cela n'enlève rien à ses efforts pour la paix. Il a reçu un prix Nobel pour cela. Mais les gens peuvent changer. Je crois qu'il a un problème avec Israël et les Juifs. C'est son problème. La Maison-Blanche est bien obligée de tenir compte du poids du lobby qui pèse lourdement sur les négociations de paix. Ancien conseiller diplomatique de Bill Clinton, Robert Malley explique que la partialité des États-Unis ne fait aucun doute. Les États-Unis ont toujours dit clairement, depuis que les négociations ont commencé et avant, qu'ils étaient partie prenante dans le sens qu'ils étaient très proches d'Israël. Donc la question n'est pas une question de neutralité, pour moi c'est une question d'efficacité. Est-ce que tout en étant biaisé dans la relation dans le triangle États-Unis, Israël, Palestine, tout en étant biaisé, est-ce que les États-Unis peuvent être un médiateur efficace? Je crois que par moment dans leur histoire, ils ont prouvé qu'ils pouvaient l'être, et pendant d'autres périodes, ils ont prouvé le contraire. Depuis les accords d'Oslo en 1993, l'efficacité de la diplomatie américaine est en panne. Bill Clinton a tenté de pousser les partis à White River Plantation puis Camp David, sans succès. George W. Bush a parrainé les discussions de tabac puis la conférence d'Annapolis en 2007, sans plus de résultats. Barack Obama a lui fait rêver le monde arabe en promettant un État palestinien lors de son discours historique au Caire, il y a 2 ans. Assalamu alaikum. Ses origines musulmanes ont fait espérer aux Arabes un président plus attentif aux revendications palestiniennes. Son appel à faire cesser l'avancée des colonies israéliennes a eu un écho considérable. Les États-Unis n'acceptent pas la légitimité de la continuation des colonies israéliennes. Ces constructions constituent une violation des accords passés et portent préjudice aux efforts de paix. Malgré les convictions affichées, le président Obama ne fera pas mieux que ses prédécesseurs. Comme eux, il n'empêchera pas la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Car Barack Obama est un politicien en campagne pour sa réélection et les réalités de la carte électorale américaine lui interdisent de s'aliéner le lobby pro-israélien. On comprend mieux alors son rejet de la candidature palestinienne à l'ONU. La paix est un travail difficile. La paix n'arrive pas par des déclarations ou des résolutions aux Nations Unies. Si c'était aussi simple que cela, ce serait déjà fait. L'engagement de l'Amérique aux côtés de la sécurité d'Israël est inébranlable. Notre amitié avec Israël est profonde et solide. Et pour enfoncer le clou, Barack Obama pose après son discours devant les caméras avec Benjamin Netanyahou pour afficher l'amitié entre Israël et l'Amérique. Une amitié qui coûte cher. Chaque année, Washington verse plus de 3 milliards de dollars en aide directe à l'État hébreu. À Washington, le lobby pro-israélien veille à ce que cela ne change pas. Un État palestinien est-il donc encore possible? Il y a tant de questions sans réponse.
Le partage de la terre, les colonies, le statut de Jérusalem-Est. Et puis un autre problème crucial, celui des réfugiés palestiniens. Officiellement, ils sont 4 800 000 recensés par les Nations Unies à travers le monde, des descendants des Palestiniens chassés de leurs terres en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Des dizaines d'années après, ces familles de réfugiés continuent de vivre misérablement dans des camps qui devaient être provisoires. Officiellement, le droit international leur reconnaît un droit au retour, mais chacun sait que ce ne sera probablement qu'un vœu pieux. Alors, comment vivent-ils? Et surtout, qu'attendent-ils d'une Palestine indépendante? Nous partons pour le Liban. Le reportage est signé Negar Zoka et Malek Sarawi. Elle a ouvert les yeux il y a 1 heure dans un hôpital de Beyrouth. 3 kilos d'eau d'innocence et pourtant elle est déjà un problème pour Israël et une charge pour la communauté internationale. En tant que petite fille d'un réfugié palestinien, Hanan est de facto considérée comme une nouvelle réfugiée palestinienne. À ce titre, elle pourra réclamer un droit au retour sur la terre de ses ancêtres. Au Liban, on recense officiellement 425 000 réfugiés palestiniens. Près de la moitié d'entre eux vivent misérablement dans des camps surpeuplés, certains depuis plus de 60 ans. Même les plus jeunes, qui n'ont connu que le pays du cèdre, espèrent pouvoir un jour retourner en Palestine. En 1948, à la création de l'État d'Israël, environ 800 000 Arabes ont été poussés à l'exode, fuyant les combats, par peur de massacres ou délibérément chassés par les combattants juifs. Ceux du nord de la Palestine ont trouvé naturellement refuge au Liban. Depuis 1949, le sort de ces réfugiés est confié à un organisme des Nations Unies. L'UNRWA est chargé d'aider les réfugiés palestiniens dans leur vie quotidienne. Au bureau d'état civil, les Palestiniens viennent mettre à jour leur carte de réfugiés, un document essentiel. Ceci est une carte délivrée par l'UNRWA aux réfugiés palestiniens qui vivent sur le sol libanais. Cette carte leur permet de bénéficier des services de l'UNRWA, l'éducation, la santé, et d'être aussi enregistrés au ministère de l'Intérieur libanais pour avoir un document de voyage s'ils veulent sortir du pays. L'obtention de cette carte de réfugié est strictement réglementée. Un réfugié, pour l'UNRWA, c'est une personne qui vivait en Palestine entre 1946 et 1948 et qui a perdu ses biens et ses moyens de subsistance à cause de la guerre avec les Israéliens. Et cela vaut aussi pour leurs descendants. Ebrahim a été parmi les premiers enregistrés, mais aujourd'hui, il vient demander une nouvelle carte. Comment est-ce que tu as perdu ta carte? Je suis sûr qu'elle a été lavée dans la poche d'un pantalon. Personne n'a osé me le dire. T'inquiète pas, Hadj, on va t'en faire une. C'est quoi ton village d'origine? Les rois des Arabes à l'époque, ils nous avaient dit qu'en 1 mois et demi, ils jetteraient les Israéliens dehors et qu'on rentrerait chez nous. Alors on est venu au Liban. Et depuis ce temps-là, on attend qu'ils tiennent leurs promesses. Hoda Samra travaille pour les Nations Unies. Elle nous fait visiter Borj el-Balajne, l'un des 12 camps palestiniens au Liban. Donc ça va peut-être vous étonner, mais ça c'est la rue principale de Borj el-Balajne. Parce qu'il y a plein de petites ruelles qu'on va voir à gauche et à droite. Mais ça c'est la route principale. Ici, 18 000 habitants s'entassent dans un petit périmètre au cœur de Beyrouth. Malgré la bonne volonté de l'UNRWA, la situation sanitaire du quartier est très mauvaise. Dans le camp, c'est le système D. On construit avec les moyens du bord, on se